Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir Coralie Cojol. Bonsoir Coralie. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Je suis Alors ce soir, vraiment ravie d'être là. nous aussi on est ravis de vous accueillir. Alors ce soir nous vous recevons pour votre livre qui est sorti aux éditions Erol le 6 janvier qui s'appelle Monsieur Edgar et les Impatients et qui est sorti le 15 février aux éditions de La Loupe. Pour vous interroger ce soir, on rencontre Christelle Queval de la librairie Erol. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Et Bonsoir à tous. nous avons un invité qui est là, qui est Alban Ducosquer, qui est on peut dire le fondateur des éditions de la Loupe. Fondateur, ça vous va? Créateur, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, c'est né dans ma petite tête il y a 20 ans maintenant. Et ça perdure, et ça perdure bien. Alors, avant de laisser Coralie et Christelle discuter, nous allons nous commencer. J'ai des petites questions à vous poser parce que je ne suis pas sûre que nos amis lecteurs connaissent les éditions de La Loupe. Alors, avant de vous interroger, Alban, je vais rappeler que nos amis lecteurs peuvent poser des questions à Coralie par mon intermédiaire, soit en faisant un commentaire sur la page Facebook en dessous de la vidéo, soit en utilisant le petit onglet Discuter par ici. Donc, Alban, votre maison d'édition a été fondée en 2002. Pourquoi avoir choisi les grands caractères, cette niche-là? C'est une niche parce que je savais faire un livre et j'aime les livres et j'aime le fait culturel. Et moi, ce qui m'a tenté dans cette aventure, c'est que, comment dire, je ne suis pas éditeur de création, c'est-à-dire que l'édition de création, c'est beaucoup de presse, il y a autant de presse que d'édition. Dans l'édition grand caractère, il y a principalement de l'édition. On va choisir chez les éditeurs des bouquins qu'on a envie de faire pour telle ou telle raison. Le grand caractère, il s'adresse à des personnes âgées, à des personnes malvoyantes, à des personnes, comment dire, qui éprouvent des difficultés de lecture. On appelle, dans les bibliothèques municipales, on les appelle les publics empêchés. Et nous, en tant qu'éditeurs sur cette niche, on a un travail plus simple que le travail d'édition de création et en même temps un travail qui permet à des personnes de découvrir une ligne éditoriale de livres positifs, de livres pas trop gros, de livres pas trop difficiles à lire. Quand on s'adresse à des personnes âgées, on ne peut pas mettre n'importe quel bouquin. Donc, nous, c'est notre motivation depuis 20 ans. Et les éditions de La Loupe ont aujourd'hui à peu près 1000 bouquins à leur actif. Et on fait vivre un fonds de plus de 800 livres. C'est-à-dire que sur 1000 bouquins, on en a abandonné à peu près 200 au fil du temps. Il y a des essais, par exemple, d'il y a 18 ans qui n'ont plus raison d'être dans notre fonds. Par contre, il y a des tas de romans, il y a des tas de bouquins qui ont toujours leur raison d'être. Et comme on réimprime dans des toutes petites quantités, à 11 exemplaires, eh bien, on arrive à avoir beaucoup de livres dans nos rayons en toute petite quantité. Ça permet un choix très important dans tous les domaines de la littérature, c'est-à-dire des romans, de l'histoire, comment on appelle ça, des essais. On a un peu de religieux, on a un peu de philosophie, des livres de santé, des livres de recettes, etc. Vous voyez ? Alors, comment avez-vous choisi le livre de Coralie pour l'éditer en grand caractère? Parce qu'il Quels étaient les critères? il est sympa comme bouquin, il donne la pêche. On aime ces bouquins qui donnent la pêche, qui ont de l'humour. Alors, pendant que vous parlez, je vais le montrer à l'écran. Vous pouvez continuer à parler, je vais le montrer à l'écran pour que tout le monde le voit. Oui. Voilà. Alors ça, c'est notre couverture. Hein. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la couverture originale, elle était trop chère chez Getty Images. Il y a une petite chose à comprendre dans le grand caractère. On fait un livre qui est plus gros, qui est quasiment pas moins cher que le livre de création. Il est forcément un peu plus cher pour ne pas rentrer en concurrence avec le livre de création. Donc, il est à peu près 10% plus cher. Mais si j'achète une couverture au prix au prix auquel Erol l'a acheté, moi, une couverture à l'unité revient à 10 fois, 15 fois, 50 fois le prix original d'Erol, le prix de revient original d'Erol. Et surtout, il y a plus de pages, j'imagine. En plus, il y a plus de pages, oui, mais je veux dire, on a les droits d'image, on ne peut pas mettre le même prix qu'un éditeur de création, et ça, Getty ne le comprend pas.
Donc, j'étais obligé de changer la couverture et celle-là, je l'ai achetée à 5 € sur Shutterstock. Donc, Mais elle est très belle aussi. Je vais en profiter pour montrer la couverture originale qui est sortie chez Erol. Est-ce que vous pouvez nous donner la taille des caractères pour qu'on voit à peu près, qu'on ait une idée de la taille d'un caractère quand vous imprimez, vous, un livre? Alors, on est entre 17 et 20. Suivant que le livre de création est gros, très gros, petit ou moyen, on utilise le corps 17 à 20. Là, je n'ai pas en tête, c'est marqué sur la couverture. Je crois que c'est 19. Hein, je crois que c'est 19, oui, effectivement. Donc voilà, on choisit en fonction de la taille initiale du livre. On essaye de ne pas faire un livre trop gros, trop lourd. C'est quelque chose qu'on nous demande aussi, de ne pas avoir des livres trop lourds, parce que les personnes fatiguées ne peuvent pas le porter. Alors là, si on prend l'exemple du livre de Coralie, là, Monsieur Edgar et les Impatients, en version Erol, il fait 292 pages et en version de la Loupe, il fait 420 pages. Donc voilà, c'est un peu plus gros, mais c'est pas non plus si gros que ça. Ça va. Pas non plus une brique. Oui, voilà. Bon, voilà. Donc moi, ce qui est très important, je voudrais dire qu'on trouve les éditions de la Loupe en librairie et aussi en bibliothèque. On est d'accord, hein, je ne me trompe pas, Albin. Absolument. Et alors, on les trouve en librairie, puisqu'on travaille avec toutes les librairies de France et de Navarre. On les trouve sur notre site internet, on les trouve en bibliothèque municipale et on travaille beaucoup avec les bibliothèques d'hôpitaux également. Ça, c'est important. Donc, en règle générale, je crois savoir, c'est un peu comme alors, le format poche, ça sort 1 an après. Vous, quelle est la date de sortie? Le livre de Coralie est sorti très proche de la date de sortie initiale. Comment ça se passe, les dates de sortie? Eh bien, ce livre, on l'a acheté quand même en grosse quantité. Donc, on a eu l'autorisation des éditions Erol de le sortir tout de suite. Donc, en fait, j'ai décalé un livre de février sur le mois de juin et j'ai mis celui-là qu'on achetait en grosse quantité. Donc, il faut qu'on profite de toute l'année pour le vendre, puisqu'on l'a acheté dans des quantités supérieures à ce qu'on fait habituellement. Coralie, vous êtes privilégiée. Hein. Ah oui, je vois ça, je suis hyper touchée. Non, déjà, moi, quand j'ai appris cette parution en gros caractère, j'étais vraiment ravie parce que tout ce qui touche à l'inclusivité, au fait de rendre la lecture possible au plus grand nombre, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc, vraiment, ça a été une super nouvelle et je vous remercie de tout cœur de votre confiance. Et je vous en prie. Et nous, c'est une joie de le faire parce que je vous redis, c'est un livre qui a de l'humour, qui est bien écrit, qui donne la pêche. Et les personnes âgées, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de… Mais pas que, parce que moi, je commence à avoir la vue qui baisse. J'aime bien avoir bien voir parfois. Hein. Donc, c'est pas que pour les seniors ni les malvoyants, hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, amis lecteurs, n'hésitez pas à demander à vos libraires de commander des livres en grand caractère. Donc, je vous invite à aller voir le site internet des éditions de la Loupe. Vous allez voir, il y a plein de choses très intéressantes. Si je ne me trompe pas de mémoire, il y a 22 titres qui sont sortis pour cette rentrée littéraire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis on trouve des best-sellers. J'ai vu que vous aviez édité Corinne Royer, qui était sortie initialement chez Actes Sud pour Pleine Terre. Il y a aussi Laetitia Colombani. Il y a Victoria Islop. Donc c'est vraiment assez éclectique. Donc ça c'est bien. Donc n'hésitez pas à aller chez votre libraire. Et vous pouvez aussi, pour le plaisir, si vous voulez lire en grand confort, Monsieur Edgar et les Impatients, puisqu'il est depuis le 15 février en grand caractère aux éditions de la Loupe. Alban, je vous remercie d'avoir été là avec nous. Et puis nous, moi, je vais m'éclipser, vous aussi, et puis on va laisser Christelle et Coralie justement nous parler de ce merveilleux roman. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc bonsoir Coralie. Bonsoir Christelle. Merci vraiment d'être là ce soir et de participer à cette rencontre. Je suis vraiment ravie de présenter ce livre. C'est un livre qui m'a fait sourire, c'est un livre qui m'a fait rire. Voilà, ça fait partie de ces livres que les libraires adorent découvrir. Souvent sur des rentrées littéraires qui sont très chargées. On a beaucoup d'ouvrages, on a beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, ça a été une respiration, un pur moment de régal. Donc merci pour ça, vraiment. Et merci, c'est adorable. Voilà. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler de ce Monsieur Edgar, finalement? Présentez-le nous. Monsieur Edgar donc, est un écrivain de romans policiers qui, comme sa carrière vivote un peu,
traduit également des notices pour des appareils électroménagers complètement absurdes qui sont vendus sur les chaînes de la TNT. Et il aimerait bien pouvoir finir d'écrire son prochain roman, mais malheureusement, il vit dans un appartement parisien avec des voisins hyper bruyants, absolument pas respectueux. Et il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à travailler. Donc, il va se mettre en quête de tranquillité pour finir son roman. Et par un concours de circonstances, il va se retrouver à emménager dans une résidence pour seniors. Et il se dit que c'est formidable une résidence pour seniors parce que c'est bien connu, hein, les papis-mamies, ça ne fait pas de bruit, ça joue aux cartes, ça se couche tôt, ça regarde des chiffres et des lettres. Et il se dit, là, je vais être peinard royal pour écrire. Et bien évidemment, rien ne va se passer comme il l'imaginait parce que toutes ces idées reçues, forcément, sont fausses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques abordées sur ce livre. Moi, il y en a une qui m'a fait sourire parce qu'on sort tous d'une période un peu anxiogène, un peu claustrophobe aussi, où on s'est retrouvés tous effectivement enfermés chez nous. Et c'est vrai que ce monsieur Edgar, au début, il est un peu comme nous tous, c'est-à-dire disons qu'on sent que la cohabitation avec ses voisins est arrivée un peu à terme, on va dire, on va le dire comme ça. Et alors, la question que je me pose, c'est que ça sent vraiment le vécu. Donc, la question logique, est-ce que justement, il y a eu un peu de Coralie derrière Edgar? Il y a eu beaucoup de Coralie derrière Edgar au tout départ, parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu pendant 8 ans à Paris pendant mes études. Donc voilà, je vivais dans un petit appartement fort charmant dans le 12e, mais j'étais affublée des mêmes voisins qu'Edgar. Et pour tout vous dire, tout ce que je raconte dans les premières pages m'est vraiment arrivé. Heureusement, voilà, pas le même jour, parce que sinon, je pense que j'aurais dézingué tout le monde. Hein. À un moment donné, on a tous nos limites. Mais voilà, la voisine qui écoute Jodassin à 8h du mat le dimanche, le voisin qui tombe son carré de pelouse, les gamins qui tapent dans la porte d'entrée, tout ça m'est arrivé. Si bien qu'un jour, il y a eu un énième comme ça tapage et où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Je disjoncte ou j'écris? Donc, j'ai préféré écrire et je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai commencé les premières pages donc, où Edgar décrit tous ces bruits qui le dérangent et son envie de quitter son logement parce que c'était vraiment la problématique dans laquelle j'étais à ce moment-là, de me dire où est-ce que je pourrais aller pour être tranquille. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, donc il y a ce déménagement un peu précipité, on va dire. Il y a aussi le fait un peu de se dire, mon Dieu, je pars, mais finalement, oui, cette angoisse de se dire, mais je vais où, quoi? Enfin, où est-ce que j'atterris, effectivement. Et alors, ça et c'est vrai que, du coup, effectivement, lui atterrit en résidence seigneuriale, ce qui paraît un choix, ma foi, somme toute très calme, hein, dans l'idée. Dans l'idée, juste voilà, dans l'idée. Sauf qu'on se rend compte qu'effectivement, ces préconçus, c'est un peu les préconçus qu'on a tous quand on part à un moment donné d'un endroit. C'est-à-dire qu'on part pour aller quelque part, mais une fois arrivé sur place, il y a un peu de désillusion quand même. C'est ça, parce que finalement, on part, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve, ce qui est souvent d'ailleurs quelque chose d'assez angoissant quand on déménage ou même des fois quand on part en congé, qu'on s'est imaginé qu'on allait être justement au calme, profiter et tout, et que des fois entre le rêve et la photo et ce qu'on découvre, il y a un petit décalage. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour Edgar, puisque dès le premier matin, il se retrouve avec deux mamies dans sa chambre en train de regarder ses fesses tranquille comme ça. Voilà, et puis des voisins bruyants ou ou intrusifs aussi, ce qui n'était pas forcément le problème dans son appartement où même si c'était bruyant, il était comme ça dans son petit cocon, dans son appartement fermé, que là, quand il arrive aux impatients, tout le monde est très curieux de découvrir ce jeune homme, cet écrivain, et tout le monde se permet de rentrer chez lui. On découvrira dans le cours du roman comment ça se fait que tout le monde arrive à pénétrer comme ça chez lui à l'envi, mais c'est un hall de gare en fait. Et alors, effectivement, notre personnage quitte Paris pour une raison bien déterminée, c'est-à-dire que lui est écrivain. Alors, pas forcément, ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'ayez pas pris l'approche qu'aurait peut-être été simple, finalement, de se dire que c'est un grand écrivain, qu'on aurait réussi, effectivement. Mais au contraire voilà, vous rentrez dans cette profession et à la fois, vous expliquez un peu que, oui, écrivain, ça paraît à la fois logique
Et en même temps, pour le commun des gens, c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de métier. C'est-à-dire C'est vrai. qu'on a ce sentiment que Edgar, oui, alors il est écrivain, mais il est obligé de faire autre chose à côté. Ce qui est le cas de 95% des écrivains. Voilà, on a tous au départ, que ce soit le lecteur lambda ou les gens qui ont des velléités d'écriture, j'imagine tous voilà, pouvoir vivre de sa plume et que c'est formidable, mais dans la réalité, il y a voilà, 95% des auteurs ont une autre profession. Et voilà, c'était intéressant aussi de montrer ça, de montrer un petit peu les galères. Il évoque les séances de dédicaces où il y a pas grand monde, où il part au fin fond d'un village dont il ne sait même pas prononcer le nom. Voilà, de montrer un petit peu l'envers du décor. Alors voilà, moi aussi, la question, donc c'est en tant que jeune écrivaine, est-ce que un peu tout ce ressenti, tout ce stress que ressent aussi Edgar sur sa profession, est-ce que vous l'avez finalement? Est-ce que Moi, vous avez ce velléité? j'en suis au tout début, donc j'oscille entre les deux, entre forcément des paillettes plein les yeux encore, parce que c'est mon rêve d'enfant qui s'est réalisé, que j'ai jamais voulu un truc aussi fort de toute ma vie. Donc forcément, là, je marche sur des nuages et je trouve tout absolument formidable. Et petit à petit, effectivement, ce que je découvre de l'envers du décor, que ce soit de moi, de ce que je vois, des discussions aussi que je peux avoir avec d'autres auteurs ou avec mes collègues autrices chez Erol, où voilà, on échange, où je pose des questions sur les futures séances de dédicaces que je vais avoir dans quelques semaines, et où je sais que peut-être il y aura pas des masses de monde parce que justement la rentrée a été très chargée, que je démarre tout juste, que personne ne m'attend. Et voilà, donc c'est essayer de faire cohabiter ces deux réalités, mais ça reste quand même hyper chouette de toute façon. Ah oui, donc effectivement, là, c'est votre premier roman, donc c'est effectivement la concrétisation d'un rêve. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'au contraire, votre Monsieur Edgar est un peu, pas désabusé du métier, mais ça fait un moment qu'il roule sa bosse, ça fait un moment qu'il fait ses petits romans, effectivement. Mais il y a quand même une remise en question à un moment. Il se dit, voilà, bon, j'ai cette part de ma vie, effectivement. Mais on sent effectivement un peu la réflexion de se dire, est-ce que je ne ferai que ça? Est-ce qu'il n'y a pas finalement autre chose ou partir sur un autre terrain qui m'intéresse? Enfin, on sent effectivement que même pour une jeune écrivain, ce qui est assez amusant, c'est que finalement votre personnage est totalement à l'opposé un peu de vous. C'est-à-dire que on est presque sur un écrivain qui a roulé sa bosse, qui est déjà un peu à la croisée des mondes, on va dire. Oui, je pense que voilà, il est déjà au naturel beaucoup moins enthousiaste que moi, je peux l'être au quotidien. Mais oui, voilà, ça fait quelques années effectivement qu'il est dans le métier. Peut-être qu'à la base, je pense qu'il avait aussi les paillettes plein les yeux, pareil. Et là, il en arrive à un stade de sa vie où il est un petit peu plus désabusé, parce que certes, il a son vivier de lecteurs fidèles, mais il admet lui-même qu'il aurait aimé une carrière un petit peu plus flamboyante. Et voilà, je pense qu'en fait, ce déclencheur, ce problème de bruit, ça va l'amener à un tournant de sa vie où il va atterrir aux Impatients avec un objectif bien net, qui est de terminer son roman. Toutes ces petites choses autour qui vont se greffer, qui vont faire qu'il dévie un petit peu sa trajectoire, puisque donc notamment, voilà, il va s'apercevoir au bout de quelques jours aux Impatients que sa tante, qui lui a laissé son logement, a fait un deal avec la directrice, à savoir qu'il ne peut rester dans la résidence des Impatients qu'à la condition de participer, de donner de sa personne, et il va donc se retrouver à devoir animer un atelier d'écriture pour les résidents. Ce qui pour lui c'est une catastrophe, parce qu'il se sent absolument pas apte, absolument pas légitime pour enseigner quoi que ce soit. Donc c'est vrai que tout d'un coup, il se retrouve à ajouter une corde à son arc, à devoir réenvisager un petit peu son quotidien. Et voilà, c'est un amoncellement de choses qui vont le faire effectivement remettre en question sa vie quotidienne, sa carrière aussi, parce qu'il écrit du polar, il écrit une série de polars, mais il commence à être un petit peu lassé aussi de ce qu'il fait. Donc il veut terminer son tome, il veut bien terminer sa saga, mais
ne sait pas comment, il se demande s'il ne faut pas qu'il finisse par trucider son héroïne tellement il en a, il en a à la casquette. Donc voilà, on suit ses pérégrinations, il est en plein questionnement. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, que ce soit moi pour l'écrire ou même en tant que spectatrice, en tant que lectrice, quand tout d'un coup on a un personnage qui part justement bien en tête avec une idée bien précise et qui va découvrir autre chose. Alors, il y a beaucoup de rebondissements dans ce roman et c'est vrai que souvent sur les comédies, ce qu'on a un peu peur, nous, alors en tant que lecteur et en tant aussi que spectateur, parfois, c'est de se dire, de passer sur un registre comique et que parfois on retombe un peu sur le soufflet. Et alors, la force de votre roman et ce que j'ai trouvé absolument dingue et en même temps très bien pensé, c'est que vous avez toujours ce rebond, en fait, de nous emmener sur une thématique et de rebondir, hop, directement en fin de chapitre, sur une réflexion, sur un petit moment, voilà, sur une petite phrase comique, sur une petite phrase d'accroche. Et je me demandais, mais finalement, d'où ça vient tout ça? Est-ce qu'il y a un peu comme Edgar, alors lui a des notes dans un carnet, mais est-ce que vous, justement, quelle est votre technique d'écriture finalement? Est-ce que c'est des choses que vous allez piocher comme ça au hasard d'une réflexion? Est-ce que c'est des choses que vous travaillez et écrivez vraiment sans relâche? En fait, j'ai une technique de travail qui est assez visuelle parce que dans le temps, justement, quand je suis arrivée à Paris, c'était pour faire des études de cinéma. J'ai fait une école de cinéma pendant 2 ans et je pense que j'ai toujours voulu écrire ça, il y avait pas de doute là-dessus, mais je pense que c'est vraiment pendant mes études à travailler avec les professeurs de scénario que j'ai vraiment eu le déclic pour commencer à écrire un roman de bout en bout, en me disant, ça y est, maintenant, je sais comment fonctionne une intrigue, je sais comment je vais procéder. Et voilà, ça a beaucoup influencé ma manière d'écrire, ce qui fait que moi, quand je travaille, en fait, j'ai mon idée de départ, bien sûr, je sais en général où je veux que mon personnage en arrive à la fin. Mais pour bien visualiser tout ça, j'ai un grand panneau de liège, j'ai plein de petits post-it avec les idées de scène et je punaise tout ça sur mon panneau et je déplace si j'ai besoin, je rajoute les scènes qui me viennent, je vois où je peux les intégrer. Et c'est vrai qu'en travaillant comme ça, je fais toujours en sorte d'avoir une alternance entre les scènes de comédie pure, les scènes un peu d'action, les moments dialogués et les scènes un petit peu plus introspectives sur, par exemple, là, dans le cas présent, les moments où Edgar s'interroge sur son travail, sur la manière dont il va mener la suite lui-même de son intrigue. Et voilà, je pense que c'est ce qui me permet d'obtenir ce rythme-là. Alors, moi, c'est vrai que plus. Alors, peut-être moins le côté cinéma. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ce panneau de liège, on l'appelle le murder board. Je crois qu'il y a un lien avec le polar pour le coup. Je fais comme quoi tout est relié à notre intrigue. Mais moi, surtout, ça m'a fait penser à une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tous ces personnages ont. Voilà, on sait que chacun a un rôle à jouer et il y a ce côté très fantasque, très scène de théâtre, très dynamique, très punchy qui vient justement s'ajouter. Et c'est vrai qu'en tant que lecteur, on a vraiment ce visuel et ce côté très, ouais, très comédie et très théâtral finalement. Et alors, c'est vrai que tout écrivain adore écrire, mais effectivement, comme vous avez fait des études de cinéma, est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi qui titille de se dire, tiens, c'est vrai que ça, j'aimerais bien le visualiser, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien Je vois la scène en fait. Je vois toujours la scène sont déroulée avant de l'écrire. Ça m'arrive même des fois même de me lever, de commencer à faire des gestes pour voir voilà, est-ce que ça va fonctionner dans le déroulement de l'action. Donc, oui, clairement, cette influence du cinéma et sans doute du théâtre aussi, parce que j'ai fait un bac option théâtre, j'ai fait du théâtre pendant pas mal de temps. Donc, je pense que ce sont toutes ces choses-là qui nourrissent forcément ma manière d'écrire. Oui, effectivement. Alors, c'est pareil sur toute cette influence de personnages. Ce qui est admirable, c'est qu'effectivement, on pourrait parfois focaliser vraiment sur un personnage, alors que là, je pense que chacun ou chacune va pouvoir soit se dire, mais j'ai croisé cette personne dans ma vie, ou je connais cette personne de mon entourage, ou le nombre de fois où je tournais les pages et où je me dis, mais c'est tellement vrai, ou alors ce petit réflexe, effectivement, de se dire,
Oui, mais ça, évidemment. Mais c'est ça, ce petit côté effectivement très, ouais, qui a un petit côté vaudeville aussi, qui est très joyeux et très pétillant. C'est vrai Euh, qu'il manquerait plus qu'un personnage qui sort d'un placard. Je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu et ça aurait pas choqué, je pense, dans, dans l'intrigue, effectivement. Mais oui, je pense que la galerie de personnages, elle est suffisamment large pour que chacun retrouve effectivement quelqu'un qui l'a croisé. Je pense notamment, voilà, Thérèse Dussol, la mamie infâme sur sa trottinette. C'est vrai qu'elle revient souvent dans les commentaires que j'ai pu recevoir des lecteurs, mais tout le monde a croisé une Thérèse Dussol un jour, une mamie absolument infâme, qui se dit mais c'est pas possible d'être comme ça. Et après, oui, c'est assez amusant de voir dans les retours des lecteurs et des lectrices justement sur quel personnage les gens ont un petit peu bloqué. Il y a voilà, ceux qui vont plus être touchés par la douceur de Marthe, ceux qui ont apprécié le colonel dans sa rectitude ou Émile Plomb et son côté très classe. Donc voilà, finalement, chacun peut avoir son personnage favori. Alors, sans pour autant, effectivement, qu'on tombe dans les clichés. C'est vrai que c'est des personnages, on pourrait se dire des stéréotypes, et en fait, pas du tout, parce que vous développez effectivement l'histoire de chacun, et on comprend bien, effectivement, qu'Edgar part un peu du principe que la vieillesse serait une sorte d'âge lointain sur lequel, en gros, on arriverait à la fin de sa vie en simplement mangeant des compotes et regardant la télé. C'est ça. C'est à peu près, ouais. Voilà, c'est à peu près ça. Où on se rend compte qu'en fait, ces résidents vont totalement en fait lui dire, mais être vieux, c'est pas arrêter de vivre, c'est simplement Bien au contraire. grandir et avoir une phase d'une vie où on est peut-être un peu plus libre aussi finalement. Oui, c'est la leçon finalement qui va tirer et de son observation et de son implication totale parce qu'il va se retrouver à faire des activités avec eux, plein de choses auxquelles il n'aurait pas pensé. Et oui, les résidents ont totalement conscience qu'ils sont en train de, je le dis dans le roman, d'effectuer les derniers mètres de la course, mais ils ont envie d'en profiter totalement. Et en cela, ils sont quelque part plus vivants qu'Edgar quand il s'installe aux impatients. Et ils ont envie de profiter et en même temps, ce qui m'intéressait de montrer, c'est qu'ils renouent avec une part d'enfance qu'on a tendance à oublier avec l'âge adulte, déjà parce que souvent, quand on est plus jeune, on a envie de grandir très vite parce qu'on pense que ça va être vachement mieux, qu'on va être vachement plus libre, alors que c'est absolument pas le cas. Et parce que, oui, on devient adulte, on devient sérieux, donc on laisse tout ça de côté. Et tout d'un coup, eux, ils en sont arrivés à ce stade de leur vie où ils ont envie de profiter et de jouer et voilà, de renouer avec cette part d'enfance oui, on peut être un pirate, on peut être une princesse, on peut être tous sur un bateau et ils adhèrent totalement à l'atelier d'écriture d'Edgar, aux propositions qu'il va faire et ils vont en profiter pleinement. Et c'est quelque chose qu'Edgar va observer. Et petit à petit, on le sent revivre et on le sent peut-être même éclore un petit peu à la manière d'une fleur, alors qu'il était renfermé sur lui-même, qu'il n'allait pas forcément au contact des autres. Et là, tout d'un coup, il va s'impliquer totalement dans la vie de cette résidence. Alors, on parlait effectivement d'Edgar et un peu de la jeunesse de votre roman. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment sont venus finalement tous ces personnages? Parce que Edgar, effectivement, ce jeune écrivain, on peut comprendre aussi un peu Oui, bien sûr. l'assimilation qui va être faite effectivement à son propre travail d'écriture. C'est un peu une mise en abîme aussi de votre propre travail. Et finalement, pourquoi l'avoir orienté finalement vers les personnes âgées? Pourquoi ce choix-là? Pourquoi c'est pas cette dit, comme on parlait effectivement un peu de cette envie de passer de Paris à la campagne, pourquoi il était, voilà, comment sont nés ces personnages et pourquoi spécifiquement sur ce domaine-là? Alors, la résidence pour seniors, c'est parce qu'effectivement, j'étais dans cette même quête de tranquillité qu'Edgar et je me suis, comme lui, posé la question, mais bon, là, j'en ai ras la casquette. Où est-ce que je pourrais aller pour être tranquille? Et c'est vrai qu'au moment où l'intrigue, elle est née donc en 2009, c'est un projet que j'ai porté longtemps, que j'ai laissé mûrir avant qu'il soit prêt à être écrit.
Mais à cette époque-là, contrairement à maintenant, je n'étais pas du tout branchée campagne ni rien. Donc, je pense que ça ne m'a même pas traversé l'esprit de me dire il va aller s'installer au fin fond d'une ferme, je ne sais pas, en Ariège, par exemple, et lever des chèvres. Ça, c'était pas du tout… non, ça m'a pas traversé l'esprit. Donc, oui, tout bêtement, ben, oui, je suis partie des mêmes préjugés qu'Edgar, de me dire… Ouais, un EHPAD ou une résidence pour seniors, ça doit être hyper calme. Là, ouais, je serais peinard, je pourrais dormir la nuit, écrire le jour, et ça serait tip-top. Mais voilà, tout en ayant pleinement conscience que justement, c'était des idées reçues et que ça ne devait pas se passer comme ça. Et voilà, et après l'envie d'entourer mon personnage qui était donc voilà un petit peu misanthrope, un peu rigide, un peu coincé, de l'entourer de personnages qui seraient totalement à l'opposé de lui et de ses idées reçues. Donc il me fallait forcément autour de lui des personnages fantasques, des personnages qui allaient le remuer, qui allaient chambouler ses certitudes, chambouler son quotidien. Et c'est comme ça voilà que sont nés tous ces illuminés. Alors, effectivement, c'est un projet donc, qui date d'il y a un petit moment maintenant, enfin, qui a commencé à naître il y a déjà presque 10 ans. Déjà. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, là, j'ai quelque chose, je tiens quelque chose, j'ai envie de porter ce projet et de me dire, voilà, il faut que je me lance, que je le sorte, que un peu je lâche le bébé au grand jour, on va dire, que je le montre finalement. Ben, le déclic, c'est qu'il fallait que je trouve comment insérer ce personnage qui était né voilà, à ce moment-là où j'étais en quête de calme et où j'en ai fait une sorte d'alter ego. Il fallait que je le mette dans une intrigue. Je ne pouvais pas me contenter juste de rester dans son questionnement d'écriture. Il fallait que ce questionnement-là s'intègre dans quelque chose qui fonctionne, qui est du rythme. Donc, je l'ai construit petit à petit. J'ai écrit ces premières pages, j'ai laissé le fichier de côté. J'ai retrouvé un carnet récemment où j'ai vu, 2009, j'avais commencé donc à écrire Edgar, voilà, quelques lignes dessus. 2010, hop, j'avais rajouté des choses. Je savais qu'il allait se mettre à travailler, qu'il allait découvrir d'autres choses au fil du temps. Il fallait que je compose aussi les personnages qui allaient l'entourer, qui n'étaient pas forcément les mêmes au tout départ. Je savais qu'il allait rencontrer un personnage marquant qui allait l'inciter justement à travailler différemment, à voir la vie différemment. Mais ce personnage était un homme au départ, alors que finalement, ça deviendra Marthe telle qu'on la connaît. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Et je pense que oui, vers 2018-2019, oui, 2018, tout d'un coup, voilà, j'avais tous ces éléments, je savais de quel personnage j'allais l'entourer, j'avais eu l'idée donc de ce qui allait déclencher le fait qu'il reste aux impatients malgré le bruit, parce que c'est vrai qu'il arrive tout d'un coup, finalement, c'est pas du tout ce qu'il imaginait, donc il aurait pu reprendre sa voiture et partir. Mais là, tout d'un coup, voilà, il y a cet engagement que sa tante a pris pour lui qui l'oblige à rester. Donc, une fois que j'ai eu cet élément, ça m'a permis d'avancer un petit peu plus loin et ainsi de suite. Et alors, du coup, effectivement, quand on aboutit alors à un manuscrit, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi aussi, il y a une histoire que j'aimerais. Euh, Comment s'est passée finalement la démarche d'aborder des éditeurs? Est-ce que vous avez eu ce moment de panique, de se dire non, j'y vais pas, non, là, il faut vraiment que ça sorte? Comment ça s'est passé finalement? Non, la panique, je ne l'ai pas eue. Déjà, Edgar est mon premier roman publié, mais c'est le troisième que j'écris. J'ai écrit un premier roman à 25 ans de manière totalement candide. Et donc, je me suis pas, comme j'ai toujours voulu faire ça, en fait, je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas laissée enchaîner par une quelconque peur ou même de me demander si j'étais légitime pour faire ça parce que j'avais tellement envie, j'avais tellement la niaque que voilà, ce premier roman à 25 ans, je l'ai envoyé partout. J'ai eu des portes qui se sont entrouvertes, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des lettres de refus au taquet que je pourrais maintenant retapisser ma salle de bain avec. Mais voilà, il y avait l'envie. L'envie, elle a toujours surpassé le reste. Et après, comment les choses se sont bien alignées, j'ai écrit un deuxième roman. Je pense que oui, ça devait être en 2017 que là, pareil, je l'ai fini, je l'ai envoyé partout, dont chez Erol.
Et Stéphanie Ricordel, donc mon éditrice, m'a envoyé le plus charmant mail de refus qui existe. Je sais que ça peut paraître démentiel de dire ça, mais tout d'un coup, voilà, elle m'envoie un mail de refus pour ce précédent roman, avec des raisons déjà très bien argumentées et tout à fait valables que j'ai bien comprises, mais elle me laisse une porte ouverte en me disant, voilà, j'ai apprécié votre écriture et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Et moi, voilà, j'étais déjà arrivée à ce moment où j'avais rouvert le fichier d'Edgar et où j'étais en plein dedans. Et par rapport aux remarques que me faisait Stéphanie, je me suis dit, là, ça peut coller, là, ça peut le faire. Donc, ça m'a donné un coup de boost supplémentaire pour terminer ce roman. Et quand je l'ai eu terminé, je lui ai envoyé en priorité. Et voilà, là, effectivement, cette fois-ci, ça l'a fait. Elle a eu un coup de cœur pour le Edgar et pour tous ces zinzins qui l'entourent. Et voilà, on en est là. Donc, c'est du temps, du travail et à un moment donné, un bon alignement des planètes aussi, je suppose. Et pour nous, c'est un énorme coup de cœur aussi. Voilà, ça fait énormément de bien. C'est vrai que souvent, c'est vrai que les comédies, on pense toujours que c'est difficile, que nous, en tant que libraire, on ne sait pas trop comment l'orienter. C'est vrai que l'humour, c'est toujours quelque chose qui est un peu intrinsèque aussi. Chacun a son propre style d'humour. Tout à Certains fait. sont plus grinçants, certains sont plus cyniques, certains sont plus dans la légèreté. Et là, c'est vraiment un roman qui correspond à tout le monde, où on peut chercher, voilà, où on peut trouver des personnages aussi qui vont nous toucher, qui vont nous parler, qui vont nous faire sourire, qui parfois nous font réfléchir en se disant peut-être que oui, effectivement, je suis un peu comme Edgar, ou je suis un peu comme Marthe. Et c'est vrai que rien que pour ça, mais c'est un pur moment de régal. Donc merci vraiment, merci pour ça. C'est voilà, un très grand moment de joie et j'aimerais revenir sur la couverture. Alors je ne sais pas si vous avez votre mot à dire Si. sur le sujet, mais je voudrais la représenter parce qu'il y a quand même un élément Là, qu'il voilà. faut que vous voyez sur la 4e de couverture notamment. Parce qu'il y a un petit indice. Alors, on regarde jamais les 4e de couve. C'est très dommage, parce que je regardais ce petit volatile juste là. Je peux vous jurer que on est libraire. S'il y a bien une chose qu'on apprend en librairie, c'est que la couverture compte beaucoup. Et là, tous les éléments, absolument tous les éléments ont un sens. Et une fois que vous aurez lu le roman, très honnêtement, c'est un bonheur parce qu'il y a des éclats de rire. Une fois que j'ai retourné la couverture, mais j'ai rigolé, mais rigolé. Il y a rien que pour ça, c'est vrai. J'ai ri moi aussi en fait parce que voilà, effectivement le travail sur la couverture en elle-même, ça a été fait de manière assez chorale et donc j'étais totalement impliquée là-dedans. Et c'est vrai qu'on avait hésité avec une couverture avec un poussin. Et donc, quand j'ai reçu l'exemplaire là, des épreuves non corrigées avec le poussin derrière, mais moi aussi, j'ai éclaté de rire parce qu'il est tellement bienvenu que voilà, c'était top. J'ai trouvé ce petit clin d'œil absolument génial. Et puis, c'est aussi un petit clin d'œil à votre nouvelle vie. Tout à fait. Il faut toujours un animal pas loin. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour ça. Un vrai moment de bonheur et je pense que c'est vraiment quelque chose à partager absolument partout. Bon, merci beaucoup Christelle, merci beaucoup pour tout cet enthousiasme. Cet enthousiasme, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà, effectivement, si je peux amener un peu de rire, un peu de sourire dans une période un peu compliquée et qui va, je crois, le devenir un peu plus aujourd'hui. Je crois qu'on est tous assez perplexes et un peu sonnés. Voilà, ça sera toujours ça de prix. Rions tant qu'on peut. Merci. Christelle, vous restez avec nous parce que si vous voulez interagir avec les questions, moi il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que Coralie, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Mais souvent, les auteurs quand ils veulent aller, ils disent ouais on va aller au calme, ils pensent aux maisons de retraite parce qu'ils se disent que c'est calme. Moi c'est pas du tout là où j'irais. Moi j'irais dans un monastère. Si j'étais à votre place. Bon, c'est sûr, les voisins sont moins sympas, il y a peut-être moins d'anecdotes dans un monastère. Quoique, il se passe beaucoup de choses des fois dans les monastères. Mais c'est vrai, vous n'y avez pas pensé ça au monastère? Non, je n'ai pas du tout pensé au monastère, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, on peut avoir une super intrigue dans un monastère. C'est peut-être un truc à creuser pour un des prochains romans. Ouais. Mais il serait peut-être moins illuminé, quoique. Moins illuminé. C'est pas jamais, voilà. Non, mais c'est ça. Là, on le voit, les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes âgées se révèlent totalement faux. Donc, peut-être que les préjugés qu'on a sur les monastères le sont tout autant.
En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir ce soir parce que je me sens moins seule par rapport à mon accent chantant. Je trouve que l'Occitanie est en force ce soir, donc c'est très, très, très bien. Pardon, mais au moins, voilà. Donc, il y a des questions et il y a Clémence qui a posé la première. Elle demande si c'était plus facile pour vous d'incarner un personnage masculin plutôt que féminin. Totalement. Totalement. Je pense au moment où j'ai commencé à écrire ce roman, j'abordais pas encore totalement la trentaine, mais c'est vrai que je ne me reconnaissais pas dans l'archétype de l'héroïne moderne qui sort boire des verres avec ses copines, qui fait des soirées filles, des choses comme ça. Ça me semblait très, très éloigné de moi. Et je ne voyais pas comment composer un personnage féminin qui soit à la fois moderne, qui parle aux gens, qui me parle à moi. Et en fait, Edgar est sorti naturellement sous ses traits masculins. Je me suis pas posé la question d'entrée de jeu dès les premières lignes. Il s'appelait Edgar Olin, et il était écrivain, il avait la trentaine. Et je pense que j'étais beaucoup plus confortable de le créer lui. De la même manière que lui l'explique dans le roman que son héroïne est une femme et qu'elle lui est apparue comme ça, qui ne s'est pas posé la question, c'est exactement la même chose pour moi. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller dans le polar ou pas du tout? Oui. Je suis une grosse fan de polar, je suis une dingue de polar. Donc, c'est un genre qui m'a toujours parlé depuis l'enfance. J'ai découvert le polar avec le mystère de la chambre jaune quand j'avais 12 ans, mais j'étais totalement à fond et je n'ai jamais décroché depuis. Et c'est vrai qu'effectivement, le prochain roman que je suis en train d'écrire, ce sera toujours une comédie avec des personnages déjantés, mais on sera plus proche du cosy mystery. Alors, il y a Nathalie, je pense qu'elle vous connaît, qui a un commentaire et qui a une question. Elle dit: j'ai eu l'impression de retrouver tes emplumés, neige et comparse, version humain, quel bonheur. Donc ça, c'est le commentaire. Et après, elle a adoré le personnage qui l'a le plus ému, pardon, c'est Marthe, à la fois drôle et extrêmement touchante. Dans toute cette cacophonie à laquelle elle participe activement, elle peut nous rappeler notre propre grand-mère. Est-ce vraiment un être de fiction pour toi, Coralie? Oui, c'est totalement un être de fiction. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une sorte de grand-mère idéale, avec Marthe, avec son côté rock'n'roll, son côté sans filtre, ses délires à n'en plus finir et ses déguisements. Et je suis vraiment contente de voir que c'est un personnage qui marque beaucoup les lecteurs dans les premiers retours que j'ai pu avoir, les rencontres avec des lecteurs. Beaucoup m'ont dit que Marthe leur rappelait leur grand-mère, que c'est pour ça que ça les avait touchés. Donc, il y a quelque chose d'assez universel chez elle, sans qu'elle m'ait été inspirée par quelqu'un, mais elle est peut-être un peu toutes les grand-mères à la fois. Vous êtes allée dans une maison de retraite pour écrire ce livre-là ou pas du tout? Non, du tout. Alors, justement, il y a Claude qui demande comment vous êtes inspirée de l'univers des maisons de retraite. Non, je me suis pas inspirée j'ai pas fait ce travail de terrain d'aller dans des maisons de retraite, d'aller parler à des personnes âgées ou des résidents. Je m'étais renseignée par contre parce que c'est vrai que j'ai eu cette idée de la résidence pour seniors et après je me suis dit mais est-ce que ça existe tout bêtement? Donc je suis allée chercher sur internet et j'ai regardé quelques sites, notamment pour composer l'intérieur de toutes les infrastructures en fait. Donc, j'ai vu que ça existait, ces petites maisonnettes toutes pareilles et bardées de sécurité pour les personnes âgées, qui avaient au sein de ces résidences donc, des infrastructures dont les résidents pouvaient bénéficier, que ce soit soit manger chez eux parce qu'ils avaient tout pour faire ou profiter du restaurant pour être un peu plus tranquille. Les activités, ça c'est par contre quelque chose que j'ai pu vérifier par la suite. Ma maman a résidé à un moment donné sur Perpignan et là-bas il y a beaucoup de résidences pour seniors là-bas, pour le soleil en plus. Et j'avais réussi dans un laboratoire d'analyse à trouver un petit catalogue avec toutes les activités du trimestre. Donc voilà, les sorties, les parties de bridge, mais aussi les activités sportives auxquelles Edgar va aussi lui participer avec un succès tout relatif. Donc j'étais encore en cours d'écriture quand je suis tombée sur ce programme et je me suis dit bon c'est bon, j'ai pas visé à côté.
J'ai envie de dire, il y a un bon timing là, pour la sortie de votre livre parce que les EHPAD sont au cœur de l'actualité. Bon, le timing, c'est peut-être pas le. Voilà. Mais parce qu'il y a eu un film aussi qui est sorti récemment sur les maisons de retraite. Oui, c'est ce que j'ai vu il y a peu. Donc, bon, c'est bien parce que là, c'est un côté un peu plus joyeux que malheureusement tout ce qu'on a découvert là dans l'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a. Là, par contre, il y a un drôle d'alignement des planètes qui fait que tout d'un coup, la question de la vieillesse vient sur le devant de la scène. C'est sans doute pour le mieux, je pense, à long terme. Et c'est vrai qu'on oppose souvent le fait de vieillir en EHPAD avec cette idée que certaines familles peuvent un peu cacher les vieux sous le tapis ou vieillir à domicile. Et finalement, là, la résidence pour seniors, ça propose une alternative. Et c'est ce que j'ai aimé montrer aussi dans le roman, c'est que ces personnes âgées qui sont normalement peut-être un petit peu à la marge de la société, c'est-à-dire quand les gens ne travaillent plus, ne sont plus actifs, tout d'un coup, on les oublie. Et là, au sein même de la résidence, les pensionnaires, finalement, reforment une société. Ils font société ensemble avec leur propre code, avec leur propre rythme, avec leur planning d'activité. Et tout d'un coup, ça m'intéressait de les prendre, ces personnages en marche, et de les remettre au centre de l'attention. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Christelle tout à l'heure. C'est vrai qu'en librairie, quand on nous demande est-ce que vous avez un livre drôle, souvent on reste scotché parce que c'est pas le style de livre que nos amis auteurs. Voilà. En ce moment, ils sont un peu déprimés ou alors je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont tous malades en même temps ou ils ont tous un deuil dans leur famille. Mais alors, c'est vrai que quand on nous demande un livre drôle, alors là, merci Coralie, parce qu'au moins, là, on a un livre drôle. Et Christelle ne va pas me contredire, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin. Voilà. Enfin, on a cette catégorie-là, parce que c'est vrai qu'on reste souvent très perplexe. Un livre drôle. Alors, on a toujours ce moment où on se dit lequel je vais de. Voilà. Donc, un grand merci Coralie d'avoir quand même écrit ce livre. Si je peux aider. Hein. Oui, c'est bien. Non, mais c'est amusant parce que c'est vrai qu'on me parle beaucoup de l'humour dans le roman, mais moi, je me suis pas du tout posé. Je me suis pas dit, je vais écrire une comédie. J'ai commencé à écrire une histoire et c'est avéré qu'elle était drôle, mais parce que je pense que c'est mon mode de fonctionnement en fait. J'ai toujours besoin de tourner les choses à la blague, même les choses très graves. Si un jour j'écris sur la mort de ma mère, ça sera une comédie aussi parce que je sais pas raconter les histoires autrement. Je pense bien sûr que c'est une bonne planque et une super carapace et que ça permet d'aborder justement des sujets graves avec plus de légèreté, sans pour autant les prendre à la légère, bien évidemment. Mais voilà, ouais, non, j'ai pas fait exprès. Alors, Valérie voudrait savoir quel auteur ou quel livre vous a donné envie d'écrire. Eh bien, alors là, ça va être amusant parce que c'est pas vraiment un livre en proprement parlé. Voilà, moi, je suis de 84, donc j'ai été biberonnée à la 5 et au Club Dorothée. Et je regardais Les 4 filles du Docteur March. Donc, bon, on est sur une adaptation littéraire quand même. Oui. Et donc, je regardais les... Voilà, ça va. C'est pas les Tortues Ninja, c'est pas Dragon Ball Z qui m'a donné envie d'écrire. Là, ça serait un peu surprenant. Non, mais donc, je regardais Les 4 filles du Docteur March, j'adorais. Et je m'identifiais totalement au personnage de Jo March. Donc, moi, j'avais 5 ans et je voulais être Jo March. Je la trouvais super cool, elle tenait tête à tout le monde, notamment à sa tante. Elle était libre, elle lisait des livres, elle écrivait des livres. Donc, moi, je voulais être Jo March et Jo March était écrivain. Donc j'ai voulu être écrivain. Déjà, il y avait une petite addiction, un petit goût pour la littérature britannique. Oui, c'est ce que je me rends compte parce que c'est vrai que beaucoup de dessins animés de cette époque-là sont adaptés de classiques de la littérature anglaise, de la littérature victorienne. Donc, je me demande effectivement si mon goût pour cette littérature-là n'est pas né de là. Peut-être tout simplement parce que voilà, les romans anglais, ils ont des super intrigues, donc c'est tout à fait adaptable et déclinable sous tous les formats. Et il y a tous les éléments pour happer le lecteur. Beaucoup d'ailleurs de romans victoriens étaient publiés sous forme de feuilletons dans les journaux, donc ça s'y prête tout à fait. Oui, je dis ça parce que vous avez quand même un doctorat en littérature anglaise. Hein. Je dis pas ça par hasard. Et justement, Valérie pousse encore le curseur un peu plus loin et elle dit à quand un livre sur cette époque victorienne? Ça serait pas mal de vous voir là-dessus. Ou c'est trop proche de votre travail universitaire? Oui, tout à fait. Déjà, ouais, ça mettrait toutes ces années d'études à profit. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, j'ai derrière l'oreille qui me titille. Peut-être quelque chose pour ados, peut-être. Voilà, avec. Ah bah non. Et nous alors, les adultes?
Non, mais ça, voilà, ça serait au goût pour tout le monde. Non, mais oui, je pense que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je viendrai à un moment donné. C'est vrai que, ouais, ou même, voilà, peut-être même travailler. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur les romans d'Elisabeth Gaskell. Je n'ai pas publié ma thèse parce que bon, c'est arrivé à un moment un petit peu compliqué de ma vie, donc j'ai pas du tout continué dans cette voie-là. Mais voilà, je me dis peut-être qu'une biographie romancée ou une version condensée, plus accessible de la thèse. J'ai vu que Julia Kerninon, qui a soutenu d'ailleurs à peu près à la même époque que moi, a sorti on va pas passer pas de la vulgarisation, mais voilà, un ouvrage condensé qui reprend sa thèse. Donc, je sais pas, peut-être un jour. Mais donc, voilà, de toute façon, mon amour pour la littérature victorienne, effectivement, il est né très tôt et il sera toujours là. Et on aura aussi un livre sur les animaux, parce que, bon, alors, tout à l'heure, on a évoqué quelque part les animaux. Donc, vous élevez des chèvres en Ariège. Alors, les chèvres, c'est pour le fun. Les chèvres, c'est pour les animaux. C'est vraiment des animaux de compagnie. Oui, voilà, il y en a qui ont des chats, des chiens. Moi, j'ai des chèvres. J'élève de manière très officielle des chevaux de trait breton, et c'est vrai qu'après oui, j'ai des ânes, j'ai des lamas, j'ai toute une... Donc comme disait Christelle, vous avez un métier à côté. Voilà, c'est ça. C'est bien connu, les auteurs, être auteur n'est pas un vrai métier. Donc ça, il faut arrêter avec ça, parce que si vous saviez, amis lecteurs, le temps d'écriture que passent nos amis auteurs pour vous livrer des livres, voilà, auteur est un vrai métier. Il faut vraiment le rentrer dans sa tête. Malheureusement, voilà, c'est juste que c'est pas le plus rémunérateur du monde, donc il faut d'autres choses. Donc oui, j'élève des chevaux dans l'Ariège en famille. Voilà, et donc oui, un livre sur les animaux, c'est vrai qu'on en parle souvent parce qu'effectivement, j'ai ce compte Instagram, Bouquins et Biquettes, sur lequel je raconte le quotidien de mes animaux, notamment de ma chèvre Neige, qui est la véritable star de mon compte Instagram. Ça, j'en ai totalement conscience. Et ouais, ça fait quelques années maintenant que je fais ces petits billets où je raconte les aventures de mes animaux. Bien sûr, totalement teinté d'anthropomorphisme, ça, je l'assume totalement. Et voilà, donc je sais pas si ça sortira de ce cadre d'Instagram ou si un jour j'en ferai quelque chose de plus long. C'est aussi un exercice d'écriture pas mal de faire des légendes sur les photos. C'est pas si simple que ça de faire des légendes. Non, parce que il y a un format imposé et il faut quand même, moi j'essaie toujours qu'il y ait quand même une chute, de pas terminer de manière abrupte. Donc oui, c'est faire un mini récit condensé. Des fois, je suis obligée de couper parce que Instagram, il y a un nombre de caractères limité, donc il ne veut pas. Et voilà, ouais, donc c'est un exercice en soi, mais moi, ça m'amuse totalement. J'ai fait ça un peu par hasard parce que je prenais beaucoup de photos, donc je voulais partager les photos de mes animaux, et puis je me suis mise à écrire des légendes, et la sauce a pris. C'est vrai que les gens apprécient, ça leur fait une petite récréation dans la journée. Donc, ouais, j'aime bien, j'apprécie cet exercice, j'apprécie ce format et l'échange que ça permet d'avoir aussi avec les gens de manière assez immédiate. Alors, un autre exercice, je vais vous demander un conseil de lecture à donner à nos amis lecteurs qui nous regardent ce soir. Conseil de lecture, forcément, on vient d'en parler. Je ne peux pas ne pas évoquer les romans d'Elisabeth Gaskell, sinon ce serait une grosse faute. Je leur conseillerais de commencer par mon préféré, Nord et Sud, qui est disponible en poche. Moi, c'est par ce roman que je l'ai découverte. Ça a été un immense coup de cœur, alors que je n'étais pas partie pour travailler là-dessus. C'était pour mon Master 1. Je voulais travailler sur la représentation de la femme victorienne chez Anne Perry. Donc, on était quand même sur quelque chose d'assez proche. Mais quand j'ai lu Nord et Sud, ça a été un coup de cœur absolu. Donc voilà, vous avez une héroïne forte et déterminée. À côté d'elle, vous avez un personnage masculin qui assume ses failles, qui assume d'être terrassé par les sentiments amoureux. C'est quand même assez rare. Pour tous ceux qui étaient un petit peu frustrés de découvrir les sentiments de Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés juste à la fin sous forme de lettres, là au contraire, Gaskell, elle met les deux personnages en parallèle. Il y a des scènes absolument magnifiques. Et le tout dans un contexte social quand même très fort, très marqué. C'est comme si vous lisiez en termes de contexte Germinal, mais c'est 30 ans avant. Voilà.
Donc, c'est formidable. Et j'ajoute que, parce que des fois, après, je conseille ce livre et les gens me font la remarque, oui, mais ça se termine quand même un peu de manière abrupte, de manière rapide. Alors, si vous n'aimez pas la fin, c'est la faute de Charles Dickens. Ah. Voilà, parce qu'elle publiait donc de manière sous forme de feuilleton dans le magazine de Dickens. Et à la fin, il l'a pressé comme un citron, il l'a forcé à terminer rapidement son histoire et ça c'est resté une grande source de frustration pour elle. Donc voilà, si vous n'aimez pas la fin, ce n'est pas sa faute, c'est celle de Dickens. Oui, alors là, on enverra une lettre aux ayants droit, je ne sais pas comment on fera. En tout cas, je remettrai la référence du livre, donc Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell sous la vidéo du direct. Nous, avec Christelle, on est unanime. Nous, notre conseil lecture, donc c'est Monsieur Edgar et les Impatients, qui est sorti aux éditions Erol et désormais aux éditions de La Loupe. Je vais remercier très chaleureusement, justement, les éditions Erol qui ont permis cette rencontre ce soir, ainsi que les éditions de La Loupe. Un grand merci à Christelle d'avoir si bien animé cette rencontre. Merci à vous. Vous pouvez la retrouver à la librairie Erol à Paris. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est de très très bons conseils. Coralie, un grand merci. Je vais vous donner le mot de la fin, mais avant, je vais annoncer qu'on se retrouvera le 2 mars. Et on partira en direction du Canada où on retrouvera Alain Farah pour son roman qui s'appelle 1000 secrets, 1000 dangers, paru aux éditions Le Cartanier. Je vois Christelle qui sourit. Donc, ça sera le 2 mars à 19h. Donc, Coralie, je vous laisse le mot de la fin, tout simplement. Avant toute chose, voilà, un immense merci à vous de m'avoir reçu ce soir. Je me suis vraiment régalée, c'était super sympa. Merci beaucoup Christelle pour tout cet enthousiasme, pour ces chouettes questions. Et puis voilà, je laisse maintenant aux spectateurs la chance, la possibilité d'aller découvrir Edgar et les Impatients. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a tous besoin de rire en ce moment pour oublier un petit peu ce qui se passe autour de nous. La littérature, ça change pas le monde. Je sauve pas des gens, j'opère pas à cœur ouvert, mais si mon roman peut vous apporter quelques heures de répit et de bonne humeur, pour moi le pari est gagné en tout cas. Parfait. Belle vie donc à Monsieur Edgar et les Impatients. Coralie, bon courage pour la suite. Mesdames, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt en librairie.